Bonsoir à tous, bonsoir Sonia. Bonsoir Michel. Au sommaire du 18h de Public Sénat, un nouveau loupé dans la majorité. Le projet de loi sur le téléchargement illégal a été rejeté à l'Assemblée nationale. Un vote à main levée à la mi-journée pour lequel les députés socialistes s'étaient mobilisés. Ils crient à la victoire politique alors que le ministre Roger Carucci dénonce, lui, une action de flibuste. Le Sénat avait voté pour ce texte, pourtant ce matin même. Les syndicats accusent le gouvernement de jouer le pourrissement. La ministre de l'Enseignement supérieur met en avant le danger qui pèse désormais sur les examens et même sur toute l'année universitaire. Gros plan dans cette édition sur un blocage persistant et débat avec nos invités. Les Algériens votent depuis ce matin pour élire, ou plutôt réélire, Abdelaziz Bouteflika, qui souhaite pour son 3e mandat une victoire en forme de plébiscite. Seul suspense, l'abstention. Parmi nos invités ce soir, Sonia. Oui, entre autres, sur ce plateau, Catherine Tasca, vice-présidente PS du Sénat, Jacques Legendre, président UMP de la Commission des affaires culturelles du Sénat. On reviendra avec eux sur le couac de la majorité sur le téléchargement illégal et sur les suites de l'obligation qui sera faite de prendre en compte le temps de parole présidentiel. C'est juste après le journal. Le chef de l'État s'était réjoui ce matin lors du petit déjeuner de la majorité de l'adoption du texte tant discuté sur le téléchargement illégal sur Internet. Un geste majeur, avait dit le chef de l'État. Eh bien, il a été démenti par ses propres troupes à la mi-journée. Oui, et c'est une énorme surprise. Quelques heures seulement après son approbation par le Sénat, le texte a été rejeté à main levée par 21 voix contre 15 à l'Assemblée nationale. Les députés de gauche ont profité une fois de plus, comme pour le texte sur les OGM l'an dernier, de l'absentéisme de la majorité à la veille des vacances parlementaires. Delphine Girard. Je pense qu'au total, on aboutit à un texte équilibré, qui est un bon signal pour la culture et pour la création, qui est attendu et qui est d'ailleurs observé, nous pouvons nous apercevoir tous les jours, par nos partenaires européens et même outre-Atlantique, ce qui est très encourageant. Donc merci à tous d'avoir contribué à son élaboration. À cet instant, Christine Albanel ne sait pas encore qu'elle va subir un véritable camouflet. Les bancs de l'Assemblée nationale sont plus que dégarnis et le vote à main levée va être fatal à sa loi création et Internet. Le texte est rejeté. Avec 15 voix pour et 21 contre, les députés ont donc rejeté le texte de la commission mixte paritaire, malgré son adoption ce matin par la Haute Assemblée. Pour les socialistes, l'UMP a montré une fois de plus sa désorganisation. Oui, ça m'a surpris sur la désorganisation de la majorité gouvernementale, sur le fait que M. Copé savait qu'il y avait un tout petit problème et qu'il fallait quand même qu'il y ait suffisamment de députés, et sur le fait que Mme Albanel n'a pas suivi de façon ferme cette affaire. De son côté, le secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement a accusé la gauche de flibusterie. On n'est pas là pour faire des petits coups qui ne changent rien, puisqu'en tout état de cause, ce texte sera adopté à la rentrée parlementaire. On fera une lecture Assemblée, une lecture Sénat à partir du texte adopté par l'Assemblée nationale. Et il sera adopté. Dans un communiqué, la ministre de la Culture, Christine Albanel, se dit déterminée à se battre pour l'adoption de son texte par les deux chambres. Il sera à nouveau débattu dès la fin du mois. Voilà, et plus précisément, le projet de loi sur le téléchargement illégal sera réinscrit à l'Assemblée nationale le 28 avril, donc à la rentrée parlementaire. Les ennuis continuent pour François Peyrol, qui a été entendu par la police. L'ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée a été entendu aujourd'hui comme témoin par les policiers de la brigade financière sur les conditions de sa nomination à la tête du groupe Caisse d'épargne Banque Populaire. François Peyrol a été entendu suite à l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris. C'est fait, l'État engage 10 millions d'euros pour secourir Euliez. Oui, c'est via le fonds d'investissement stratégique que l'État débloque cette somme. Les perspectives industrielles du groupe autour de la voiture électrique ont été jugées suffisantes. Mais l'industrie automobile dans son ensemble continue de souffrir. Et on vient de l'apprendre, l'équipementier Trèves annonce la probable suppression de 700 emplois en France et la fermeture de 3 de ses usines. Et avec la multiplication des plans sociaux, Sonia, le pôle emploi est de plus en plus sous tension. Oui, alors que les dysfonctionnements s'accumulent, bien la tension monte, autant à l'échelle locale que nationale. La fusion ANPE-ACDIC, désormais Pôle emploi, ne se déroule pas comme prévu. Retard dans les dossiers personnels sous pression et demandeurs d'emploi excédés. Bien, on s'interroge sur les bienfaits de cette fusion. Frédéric Buridan. Manuel Vavelet est délégué du personnel au Pôle emploi de Sarcelles. Il a vu son quotidien et celui de ses collègues changer depuis les différentes hausses du chômage. Plus de dossiers à traiter, une attente pour les demandeurs et des tensions palpables dans les agences.
Dernièrement, on a eu quelqu'un qui a pété les plombs et si vous voulez, moi j'étais choqué pendant 2 jours, si vous voulez, j'ai eu du mal à me ressaisir et les 2 autres collègues aussi, hein, ils avaient une boule au ventre. À Valenciennes, au Pôle emploi, un agent d'accueil s'est fait agresser début février. Côté syndicat, on se veut vigilant. L'application des dernières directives a déjà ses conséquences. Maintenant, il faut vérifier la véracité des papiers. Et il y a des processus, y compris avec des photocopieuses d'ailleurs, qui sont prévus, avec des lampes UV pour voir si les papiers ne sont pas faux. Et s'ils sont faux, il y a l'instruction de la direction qui nous demande de les transmettre aux préfectures. Autre agence, autre méthode, à Gonesse. En cas de débordement, il existe un protocole. Dès que le conseiller qui reçoit le demandeur d'emploi sent que ça commence à partir, il demande au demandeur d'emploi de réexpliquer sa demande, son besoin, et puis généralement les managers locaux sont amenés à intervenir de façon à ce que l'on reçoive directement la personne concernée. Pour accélérer le traitement des dossiers, 1840 postes devraient voir le jour. Nicolas Sarkozy l'a annoncé, mais le nombre reste insuffisant selon les syndicats. Les étudiants étrangers, mais pas eux seulement, nous le verrons dans le débat qui suivra cette édition, les étudiants étrangers inquiets face aux grèves qui se prolongent dans les facs françaises. Oui, la plupart d'entre eux parlent d'une année perdue. Depuis 10 semaines, la plupart des universités vivent dans le désordre et certains dans le chaos. Les étudiants étrangers seront fortement pénalisés. Et la réputation des universités françaises est aussi en jeu. Reportage à la Sorbonne avec Flora Sauvage. Ces 3 étudiants hollandais sont inquiets. À quelques semaines de la fin du semestre, ils sont loin d'avoir validé leur module car la Sorbonne est en grève. Le risque, c'est qu'ils ne puissent pas valider leur diplôme quand ils retourneront dans leur pays. La grève dure depuis début février en fait, depuis que le semestre a commencé. Du coup, on va à l'université tous les jours. Et parfois on arrive à rentrer, parfois on est refoulé. Pour Ken comme pour Marco, la lassitude a pris le dessus. C'est très compliqué parce que souvent la Sorbonne est fermée par la police et nous ne pouvons pas suivre nos cours. De son côté, la Sorbonne redoute que les universités étrangères remettent en cause leur partenariat. Mais pour l'instant, la priorité est aux étudiants étrangers. Sur les 280 étudiants en programme d'échange qui sont présents physiquement à Paris au second semestre, nous sommes surtout inquiets pour les 55 qui sont arrivés pour le second semestre, donc ceux qui n'ont pas eu le premier semestre, pour créer des contacts avec les enseignants, avec leurs camarades, pour se familiariser avec Paris. De plus, la question des bourses Erasmus risque de se poser. Dès lors que ces étudiants ne peuvent pas passer les examens, évidemment, ils n'ont pas de crédit. La Commission européenne peut décider de leur réclamer le remboursement de ces bourses, puisque les examens cautionnent justement leur formation. On va faire le point pour savoir comment on organise vos évaluations. Il y a certains étudiants qui ont perdu patience, il y en a 2 ou 3 Brésiliens qui sont partis. Ou certains même ont renoncé à venir au second semestre parce qu'ils avaient entendu qu'effectivement les cours ne fonctionnaient pas et que là effectivement on joue serré là. Car si la grève continue, certains pays risquent de remettre en cause les conventions qui les lient avec les universités françaises. Voilà, lassitude des uns, combativité des autres, colère dans les 2 cas. Nous en parlons avec nos invités dans un instant. Encore un mot sur ce qui se passe en Algérie. Bien sûr, aujourd'hui, Sonia, les Algériens qui votent sans passion et sans conviction. Oui, plus de 20 millions d'Algériens appelés aux urnes pour élire aujourd'hui leur président, parmi 6 candidats, dont le sortant Abdelaziz Bouteflika, qui fait figure de grand favori. À noter aujourd'hui que des incidents ont provoqué la fermeture de 2 bureaux de vote à Bouira, au sud-est d'Alger. Restez avec nous tout de suite, les débats du 18h. On parle du revers du gouvernement sur le téléchargement du temps de parole du chef de l'État, mais tout de suite, le blocage universitaire. Les dernières manifestations contre les réformes de l'enseignement supérieur étaient moins fournies hier que les précédentes, mais la situation se tend. L'année universitaire peut-elle être encore sauvée? Crispation nouvelle au-delà de la réforme elle-même. Avec nous, Stéphane Tassel, secrétaire national du syndicat national de l'enseignement supérieur, Jacques Fontanil, vice-président de la conférence des présidents d'université, et François-Loïc Pichard, vice-président de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes. Le mouvement s'est traduit, on l'a vu, par des actions radicales ces derniers jours, présidence bloquée, refus de certains enseignants-chercheurs de présider les jurys du bac. François-Loïc Pichard, la reprise des cours est-elle pour vous la première préoccupation?
À l'heure actuelle, il est nécessaire que très rapidement les enseignements puissent reprendre parce que il y a eu, comme vous le dites, 10 semaines de blocage et 10 semaines de grogne dans les universités. Et le problème, c'est que le temps passe et le temps des examens arrive et il va nécessairement y avoir un problème pour la validation d'un certain nombre d'acquis si les connaissances ne sont pas acquises par les étudiants par le biais des cours. Vous, quel est votre rapport à la réforme des tenues? Vous n'appelez plus aujourd'hui à manifester Alors la FAGE n'a appelé à manifester qu'une seule fois, c'était le 10 février, la journée où toute la communauté universitaire pratiquement a appelé à manifester parce que on se rendait compte que le dialogue n'était plus possible. Aujourd'hui, on pense qu'il est important de continuer dans la concertation avec le ministère et donc il est temps de reprendre les cours. Stéphane Tassel, c'est votre avis? Pas tout à fait. Je pense qu'il faut quand même sortir de cet écran de fumée autour des examens. On peut entendre l'inquiétude des étudiants qui se sont vus leurs conditions d'études largement modifiées depuis 10 semaines. Maintenant, sur ces questions-là, Pas modifié, vous voulez dire interrompu? Dans certains cas, je pense que le mouvement en plus est relativement hétérogène. Dans certains endroits, effectivement, les enseignements sont totalement arrêtés. Dans d'autres, ils le sont moins. Je pense qu'il ne faut pas non plus instrumentaliser la question des examens. C'est aussi mal connaître. C'est une réalité. Certains étudiants n'ont pas eu de cours. Comment on peut passer dans de bonnes conditions les examens? C'est aussi mal connaître la communauté universitaire et les enseignants-chercheurs qui ont la capacité de faire des aménagements d'enseignement, de mettre des cours en ligne, et c'est quand même pas... Ça se passe vraiment comme ça? Il y en a qui se sont déjà mis en place. Ça se passe comme ça. D'une manière générale, je pense que si la communauté universitaire est en grève depuis maintenant, est en mouvement et en action depuis 10 semaines, je souhaiterais quand même qu'on parle des revendications et des raisons qui font que ce mouvement, cette lame de fond, est effectivement très puissante. Alors on va en parler, même si maintenant on a bien quand même compris l'enjeu de ce conflit. Votre avis, Jacques Fontanille, à la fois sur la préoccupation des enseignants, en tous les cas, des étudiants représentés par la FAGE ici, et puis sur l'affirmation selon laquelle les enseignants quand même arrivent à donner cours à leurs étudiants. Écoutez, c'est une question de calendrier, puisque dans les facultés qui étaient bloquées dans les dernières semaines, des scénarios de rattrapage ont été mis en place, des réorganisations ont été prévues. Évidemment, toutes les semaines, elles sont révisées. Et il y a un moment où cette révision va devenir impossible dans les limites du printemps et évidemment de la période des vacances où on ne peut pas se permettre d'empêcher ensuite les étudiants de faire les boulots d'été. Donc il y a une limite au-delà de laquelle nous voyons que la situation va devenir très difficile à gérer. C'est justement ce qui était reproché au gouvernement, c'était de ne pas laisser suffisamment de temps pour permettre d'installer sereinement des réformes. Et là, on est en train et certains sont en train de faire la même chose avec les étudiants qui pourront reprocher aux bloqueurs de ne pas leur laisser suffisamment le temps d'acquérir les savoirs pour passer dans de bonnes conditions les examens. Jacques Fontanier, concrètement, pour les étudiants qui sont en train de nous écouter, si les blocages durent encore, certains disent qu'il faut faire un semestre blanc et carrément donner, en tout cas valider automatiquement les diplômes. Vous êtes président d'une université de Limoges, vous le feriez? Jamais. Jamais. Un président d'université ne va jamais accepter de délivrer des diplômes sans une évaluation, sans le respect des consignes de contrôle des connaissances qui ont été votées par des instances légitimes, élues, etc. C'est hors de question. Stéphane Tassel, qu'est-ce que vous pensez de cette revendication que l'on entend sur certains campus, effectivement? Et sur cette question-là, nous sommes, le SNESUP FSU, comme l'UNEF, dans un communiqué commun qui a été publié hier, nous sommes exprimés clairement. Nous sommes tout à fait attachés à la qualification, attachés au diplôme, mais je voudrais vraiment qu'on sorte de cet écran de fumée concernant nos examens. J'entends l'inquiétude des étudiants dans cette situation-là, mais il faut aussi voir que la plupart des questions que nous posons au gouvernement sont restées sans réponse. Et il y a eu des avancées quand même sur la réécriture il y a des inflexions. Oui. Maintenant, je vous prends un exemple très clair. Lorsque nous posons la question sur par exemple, le seuil de déclenchement d'heures complémentaires pour les enseignants-chercheurs, sur la question de leur service, donc le fait que sur l'ensemble du territoire, le service d'un enseignant-chercheur soit de 192 heures sur l'ensemble du territoire. Sur cette question-là,
au plus haut de l'État. Cette question-là est restée sans réponse. Est-ce que c'est si difficile? S'il n'y avait pas de problème, on le saurait. Or, on sait pertinemment que le contenu du nouveau décret n'est pas une protection pour les collègues, mais va les mettre en situation d'être soumis, d'être exposés à des pressions sans précédent. Une fois n'est pas coutume, je rejoindrai ce qui a pu être dit, puisque c'est vrai que dans toutes ces réformes, il y a eu un gros problème de communication, on va dire, de méthodologie par rapport au gouvernement qui a tenté d'imposer un certain nombre de réformes sans forcément faire les concertations ou alors en laissant croire qu'il y avait des concertations alors que c'était davantage des réunions de communication. Et en effet, il y a un vrai problème de méthodologie. Valérie Pécresse parlait de preuves d'amour à l'époque, mais il y a un manque d'amour. Qu'il y a eu, elles n'ont pas été suffisamment mises en valeur par le gouvernement parce que vous les reconnaissez par ailleurs aussi. On reconnaît le mouvement qui a été fait. Il y avait des problèmes sur la réforme de la masterisation de la formation des maîtres, par exemple. Bon, on a obtenu enfin que ce projet soit reporté d'1 an pour permettre sa mise en place correcte. Il y a eu la même chose sur la première année de licence en santé. Il y a eu l'annonce du gel des suppressions de postes en 2010-2011. Donc il y a eu des réponses. Il y a eu la rouverture également d'un certain nombre de concertations, le chantier jeunesse, le chantier vie étudiante. Alors, en ce moment, on tourne à peu près 10 réunions par semaine. Vous voyez, là, je reviens du comité master où on réfléchissait donc sur les masters en lettres, langues et sciences humaines. Juste après l'émission, je pars sur la concertation de Martin Hirsch sur la jeunesse. Donc, on a des réunions. On espère seulement que maintenant, ce ne seront plus seulement des opérations de com, mais vraiment qu'à la sortie, les travaux prennent en compte les différentes conclusions auxquelles on a abouti. Jacques Fontanil, comment est-ce que vous réagissez quand vous voyez que certaines présidences ont été bloquées ces derniers jours? Écoutez, ce sont des méthodes que nous pouvons difficilement accepter, évidemment. Mais il faut quand même bien considérer que ce sont des actes qui sont bien circonscrits dans certaines universités, à l'initiative de certains groupes, et ne pas mélanger avec le mouvement général de protestation. Est-ce que vous avez des chiffres en pourcentage sur les universités bloquées? Est-ce qu'il faut relativiser aujourd'hui? C'est très difficile à mesurer puisque ça change tous les jours et de toute façon, il n'y a jamais dans aucune université la totalité des bâtiments bloqués. Donc, il y a des universités où vous avez un blocage d'une demi-journée par semaine ou deux par semaine, d'autres où c'est beaucoup plus fréquent, mais d'autres où, comme à Toulouse, où vraiment le blocage est très inquiétant, mais c'est très irrégulier sur le territoire. En revanche, sur la question des acquis de la négociation, moi je voudrais insister sur le fait qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été obtenues, pas toutes. Parmi celles qui n'ont pas été obtenues, il y en a qui ne peuvent pas être obtenus dans un délai raisonnable. Par exemple, quand on parle de la révision du modèle d'affectation des moyens aux universités, ça suppose 2 mois de discussion au moins, peut-être 3. Donc il faut bien admettre qu'on ne puisse pas obtenir tout de suite un nouveau modèle. Bon, et vous nous dites qu'il faut reprendre les cours tout de suite, c'est ça que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a au moins, à mon avis, 1 ou 2 mesures qui pourraient être obtenues assez rapidement et qui rendraient possible néanmoins la mise en place de la fin du semestre, mais un certain nombre sur lesquels on ne peut pas compter. Je prendrai comme exemple, par exemple, la remise pour les stagiaires de la formation d'enseignants de l'année salariée comme par l'année précédente, ça peut être obtenu. Mais en revanche, il y a beaucoup d'autres choses qui demandent de longues semaines de discussion et à mon avis, le semestre ne peut plus attendre de ce point de vue-là. Jacques Fontani, est-ce que vous appelez à la raison certains présidents d'université? On sait qu'ils menacent de ne pas participer au jury d'examen pour le baccalauréat notamment. Peut-être pas les présidents d'université, je ne crois pas, mais des collègues peut-être. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas non plus prendre en otage le premier examen qui donne accès à l'enseignement supérieur. Je crois qu'il faut raison garder et d'un côté accepter de négocier sur les quelques points qui peuvent être améliorés par rapport aux revendications actuelles dans un délai raisonnable, et de l'autre, accepter que soit enfin réorganisé à la fin du semestre. Allez, dernier point. Stéphane Tassel, vous accusez le gouvernement de jouer le pourrissement de ce conflit, mais est-ce que c'est son intérêt de sacrifier une année universitaire aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, moi je suis heureux d'entendre que pour la première fois, on considère que le travail qui a été fait est une opération de communication. Et sur ce plan-là, que de temps perdu! Que de temps perdu! Il est encore temps aujourd'hui pour le gouvernement, au lieu de susciter des tensions dans les établissements, d'ouvrir de réelles négociations pour que nous puissions
parler de l'ensemble des points, de l'ensemble l'ensemble des questions sur lesquelles nous attendons des réponses. Et des réponses très précises sur la formation des enseignants, sur la formation et le recrutement des enseignants. Aujourd'hui, il y a tellement de flou que c'est la concurrence entre les UFR, les UFM qui sont en train de se mettre en place. Allez, dernier mot. Il y a quand même un constat qu'on peut observer, qu'on peut faire à l'heure actuelle, c'est que le mouvement se radicalise, que c'est davantage, on a vu un mouvement qui réagit à une méthode du gouvernement et aussi quelque chose d'idéologique, plus contre la politique du gouvernement en général, la peur de la privatisation des universités et parfois quand on parle avec des étudiants bloqueurs, ils ne connaissent même pas ces réformes qui sont très techniques. Et ils ne connaissent même pas certains organes de la représentation étudiante au sein des universités, au sein du ministère. Et moi j'ai peur, c'est d'une chose, c'est pour l'image de l'université, parce qu'on sait que des universités qui sont bloquées année après année, comme Toulouse de Mirail, perdent de plus en plus d'étudiants. Et j'ai vraiment peur que les bloqueurs actuellement se tirent une balle dans le pied par rapport à l'image qu'ils veulent donner d'université, une université qui souhaite revaloriser. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. À suivre. Allez, tout de suite la suite du 18h. On parle du loupé de la majorité sur le téléchargement et le camouflet infligé par le Conseil d'État au CSA sur le temps de parole présidentiel. Deux événements qui réjouissent d'ailleurs la gauche. Tout de suite, Marie Bremer nous présente les enjeux de la comptabilisation du temps de parole du chef de l'État. À droite, on essaye de se rassurer tant bien que mal. Le porte-parole de l'UMP ainsi relativise la portée de la décision du Conseil d'État. Je me félicite que le Conseil d'État n'ait pas donné droit à la demande des socialistes qui voulaient que le président de la République soit traité comme n'importe quel responsable de parti ou comme n'importe quel responsable du gouvernement. Et le Conseil d'État a réaffirmé sa jurisprudence constante sur le fait que la parole présidentielle ne pouvait pas être mise au même niveau. Et pourtant, c'est bien ce qui risque d'arriver. Il incombe au CSA d'établir de nouvelles règles concernant la répartition du temps de parole entre le gouvernement, la majorité, l'opposition et désormais le chef de l'État. On peut aussi bien imaginer un système dans lequel le temps de parole du président et de ses collaborateurs serait imputé sur le temps de parole du gouvernement, ou un autre système dans lequel il y aurait un temps spécifique du président de la République et de ses collaborateurs qui ouvrirait automatiquement un temps équivalent pour l'opposition seule à ce moment-là. Évidemment, ce ne serait pas imaginable d'en faire profiter également la majorité. Plusieurs formules sont donc envisageables, mais dans son analyse, le Conseil d'État donne une piste, distinguer la parole présidentielle, Nicolas Sarkozy représentant la France à l'étranger par exemple, de la parole du chef politique. Un véritable casse-tête en perspective pour le CSA, car dans certains cas, la frontière est ténue. Voilà, et on va d'abord évoquer ce nouveau loupé de la majorité. L'an dernier, on se souvient, un amendement sur les OGM contre la volonté de la majorité avait été adopté à l'Assemblée. Et à la mi-journée, eh bien, c'est la loi sur le téléchargement illégal qui a été rejetée par les députés. Un vote à main levée par 21 voix contre 15. Votre réaction tout de suite, Jacques Legendre, alors que je présente nos autres invités, Catherine Tasca, vice-présidente PS du Sénat, et puis le constitutionnaliste Olivier Daure. Jacques Legendre, président de la Commission des affaires culturelles au Sénat. Je dois tout d'abord rappeler que ce matin, très logiquement, le Sénat, dans sa quasi-unanimité, avait adopté le texte issu de la CMP. Je rappellerai que nos collègues socialistes et communistes s'étaient abstenus, n'avaient pas voté contre. Alors qu'ils avaient voté en première lecture pour, hein, le texte. Les socialistes. Oui, les socialistes, pas les communistes. Et que les membres des groupes UMP, radicaux de gauche et centristes avaient voté le texte. Mais quand vous avez appris la nouvelle de l'Assemblée, à la mi-journée, vous êtes tombé de votre chaise. J'étais étonné parce que la CMP hier, c'est la commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs étaient arrivés à un accord et que le texte qui venait devant le Sénat et que nous avons approuvé, vous le voyez, pratiquement sans opposition. Et le texte sur lequel nous étions tombés hier, d'accord, donc nous pouvions penser que l'Assemblée nationale ferait la même chose. Je crois qu'il y a eu un incident de séance et que soudain quelques députés hostiles se sont trouvés présents au moment du vote, un vote à main levée. C'est dommage. Il y a peut-être des députés hostiles de la majorité qui n'étaient pas là aussi. Ça ne grandit pas l'institution parlementaire, je le regrette. Alors, ça ne retire pas le problème de fond. Je crois que cette loi est une loi équilibrée, qu'elle est nécessaire pour protéger la création, et nous avons voulu
et nous continuons à vouloir protéger les créateurs. Jacques Legendre, vous parlez d'un incident de séance. Le Parti socialiste parle d'une défaite politique pour Nicolas Sarkozy et pour la majorité de manière générale. Écoutez, je voudrais rappeler simplement, et en présence de Mme Tasca, que la même mésaventure était arrivée à une majorité de gauche lors du débat sur le Pacs, où soudain il s'était trouvé une majorité de députés d'opposition pour empêcher l'adoption. On se souvient que beaucoup de députés avaient déserté. Voilà, donc il y avait... C'est ce qui s'est peut-être passé aussi à l'Assemblée nationale alors. Moi je ne suis comptable que de ce qui se passe au Sénat. Je dis simplement que nous avons adopté sans problème le texte de la CMP au Sénat. Oui, moi je ne garde pas un bon souvenir en effet de ce vote, premier vote raté du Pacs. Je rappelle quand même que la situation n'est pas absolument identique puisque c'était intervenu en début de parcours au Parlement, alors que là, nous sommes après la commission mixte paritaire. Comment vous l'interprétez, vous, alors, dans tous les cas, c'est vraiment un échec pour le gouvernement et sa majorité qui n'a pas su mobiliser, qui n'a pas été vigilant. On ne peut pas attribuer ça simplement à un petit incident de séance. Vous savez, l'absence des parlementaires qui sont beaucoup plus présents qu'on ne le dit volontiers dans les débats, dans l'hémicycle, leur absence, ça n'est jamais anodin. Ça n'est jamais sans signification et il est clair que sur ce texte, très controversé, nous le savons. Et débattu entre socialistes du Sénat et de l'Assemblée. Très débattu. Eh bien là, la majorité dont c'est la responsabilité, si elle tenait à le faire passer, elle n'est pas parvenue à mobiliser. Je crois qu'il faut quand même le reconnaître. Jacques Legendre, d'ailleurs, le chef de l'État, ce matin, s'était réjoui de la probable adoption de texte. Il a parlé d'un geste majeur, un geste fort. Il s'était réjoui avant l'heure. Écoutez, je dis que dans cette affaire, les sénateurs qui avaient beaucoup travaillé, qui avaient adopté ce texte sans opposition, dès le mois d'octobre, on fait un travail de fond. Je tiens à ce que cet incident à l'Assemblée nationale ne fasse pas oublier le problème de fond, la volonté, je le répète, de protéger la création. Quand même, le moment où intervient cet accident parlementaire est important puisque c'est après la commission mixte paritaire qui était venue au fond sanctionner de façon positive les débats dans les deux hémicycles. Et moi je crois que c'est quand même un événement qui atteint la rénovation du travail parlementaire que nous essayons tous de mettre en route depuis la révision du mois de juillet. Et là, elle en prend un coup, la rénovation. Oui, je suis d'accord avec vous sur ce point. La suite, maintenant. Tout à fait, c'est un vrai problème. Je veux dire, au sens où, effectivement, la révision constitutionnelle a donné des pouvoirs très importants au Parlement et il appartient désormais aux sénateurs et aux députés, véritablement, de les exercer. Parce que ça fait au moins la 3e fois qu'on révise la Constitution pour redonner du pouvoir au Parlement. Si les parlementaires ne sont pas là pour exercer leurs fonctions, eh bien, on aura beau réviser la Constitution, ça n'aboutira sur rien. Bon, la suite du texte, maintenant. La suite du texte, écoutez, accident de séance sans doute, puisque le texte, d'ailleurs, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, M. Garucci, l'a annoncé tout à l'heure, le texte sera réinscrit à l'ordre du jour de la prochaine rentrée parlementaire. Et donc, il reviendra, il sera sans doute là. D'abord à l'Assemblée, puis au Sénat qui pourra à nouveau le corriger. Une lecture, bien sûr, relativement, oui, en tout cas limité, puisque nous sommes après CMP, donc les modifications sont quand même assez limitées, puisque la jurisprudence du Conseil constitutionnel limite en fait à 3 hypothèses les possibilités de modifier un texte après CMP. D'accord. Donc c'est extrêmement limité les modifications possibles. Ce qui n'était pas arrivé, m'a-t-on dit, depuis 25 ans, ou même un peu plus. C'est très rare, effectivement. Allez, autre sujet, le temps de parole présidentiel. Un autre sujet qui réjouit aussi la gauche. Quand Nicolas Sarkozy s'exprime à l'avenir, il faudra décompter son temps de parole. Le Conseil d'État qui stipule que le chef de l'État n'est pas totalement au-dessus des partis. C'est comme ça que vous l'avez interprété, Jacques Legendre ? Moi, je crois que le Conseil a parlé et qu'il faut prendre acte de sa position, point barre. Je comprends que ce sujet ait pu faire question, puisque le chef de l'État, par définition, est au-delà des partis, mais qu'en même temps, il exprime des opinions politiques qui sont celles de la famille de la majorité. Le Conseil a pris une position, je crois qu'on ne peut qu'en prendre acte. Et maintenant, la balle est dans le camp du CSA, Catherine Tasca. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Parce que c'est un vrai casse-tête. Je rappelle quand même en amont du CSA que les socialistes, lors du débat sur la révision constitutionnelle, avaient introduit des propositions en ce sens, parce que depuis des années, depuis l'élection de l'actuel président de la République, on voit bien qu'il y a
une transformation de la fonction présidentielle. C'est le tempérament de Nicolas Sarkozy qui impose cette évolution? Écoutez, le tempérament ne me paraît pas un élément très, très objectif. Vous avez noté que les juges du Conseil d'État ont bien veillé à ne pas personnaliser le débat. Absolument. Bien, donc je suivrai les juges du Conseil d'État en la matière. C'est pas son tempérament, c'est son exercice. C'est son exercice, en effet, de la fonction présidentielle, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'en faisaient ses prédécesseurs. J'ai lu ce matin qu'une étude disait que les prédécesseurs de Nicolas Sarkozy consommaient, on va dire, à peu près 7% du temps d'expression politique dans les médias et que l'actuel président en consomme 20%. Donc ça, c'est pas une légère inflexion. Donc il faut... Est-ce que c'est un camouflet pour le CSA? Vous avez été vous-même membre de la haute autorité de l'audiovisuel. Je pense que c'est une sérieuse alerte pour lui, parce que il est en train de perdre son crédit avec des attitudes que l'on peut qualifier soit de trop peu indépendantes, soit vraiment de complètement conservatrices. Vouloir maintenir en l'état une règle qui est contredite tous les jours par le président de la République et ses collaborateurs, c'est-à-dire prétendre qu'il est là en arbitre neutre alors qu'il est vraiment chef de campagne en permanence, ça ne pouvait pas tenir longtemps. Il n'y a pas un risque de banaliser la parole du chef de l'État? Tout dépend de ce qu'il dit. C'est à lui d'y veiller. Allez, un mot, Monsieur Legendre et puis Olivier Dor. Dans tout chef d'État, deux personnes en quelque sorte. Celui qui s'exprime au nom de la personnalité. Celui qui s'exprime au nom de la nation, tout le monde le comprend et ça n'a pas à être comptabilisé. Et puis s'il s'exprime en tant que chef de la majorité, une situation un petit peu différente. Je comprends que pour le CSA, ça soit difficile de faire. Il va falloir trouver une balance. Consulté le Conseil d'État. Le Conseil d'État donne sa position. Dans son arrêt, donne des pistes, effectivement. Il propose effectivement que l'on évalue les propos du chef de l'État suivant le contexte dans lequel ils sont effectivement délivrés et suivant le contenu. À chaque fois, il faudra le faire. Évidemment, c'est toujours la même chose. Je veux dire, le CSA est équipé pour. Il y a des gens qui sont payés pour regarder la télévision, pour décompter les temps de parole. Ils seront là. Lorsque le président de la République, par exemple, rompant une tradition républicaine implicite, a clôturé le congrès de l'UMP, effectivement, alors qu'aucun de ses prédécesseurs n'était allé clôturer le congrès de son parti politique d'origine, effectivement, je considère que là, oui, forcément, ça comptera comme étant, effectivement. On va rappeler juste pour nos téléspectateurs comment ça marchait avant, c'est-à-dire qu'on fonctionnait avec une règle des 3 tiers, un tiers pour le gouvernement, un tiers pour la majorité et un tiers pour l'opposition. Par exemple, le dernier discours du chef de l'État, quand il est allé chez Xavier Bertrand pour parler de la crise, on a dit que c'était en fait une sorte de meeting de l'UMP. Ça va être difficile de trancher là. Il y a des choses qui seront effectivement pas faciles à faire, mais il est clair que le contenu même, si on parle de la crise, si c'est vraiment exclusivement orienté vers la politique du gouvernement contre la lutte de la crise, je pense que ce sera effectivement comptabilisé comme étant partisan. Je crois que vous avez raison de dire qu'il est difficile de faire exactement la part de l'un et la part de l'autre, mais il me paraît effectivement que ceci est possible. Catherine Tasca. Moi, je pense qu'il faut prendre le problème peut-être dans l'autre sens. Très généralement, les propos du président de la République actuel sont des propos engagés, sont des propos de chef d'une majorité. Exceptionnellement, on pourra considérer qu'il s'exprime de façon plus neutre et en arbitre. Pour vous, l'exception, c'est quand il s'exprime en arbitre? Oui, la tradition était celle, par exemple, de l'adresse aux Français pour les vœux et de l'adresse aux Français pour le 14 juillet. Là, on était vraiment dans un terrain de neutralité. Mais moi, je regarde beaucoup les médias et j'aimerais qu'on me montre un exemple d'intervention de Nicolas Sarkozy sur un média qui ne soit pas la promotion de sa politique. Derrière tout cela, il y a aussi la conception qu'on se fait du rôle du chef de l'État. Il semble qu'au XXIe siècle, un chef d'État est élu par une majorité et qu'il est difficile qu'il ne s'exprime pas au nom de cette majorité. Mais il appartient effectivement de faire le tri entre ce qui est l'expression du père de la nation, si on peut dire. C'est un peu comme ça qu'on avait... On voyait les chefs d'État et ce qui est l'expression d'un président. Voilà. Vous êtes d'accord pour dire que c'est la victoire du pluralisme, de la démocratie et du bon sens? Peut-être on vous met d'accord là-dessus? C'est un grand progrès. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est une clarification. Mais c'est surtout la gauche qui se réjouit parce qu'elle aura plus de temps de parole. Non, je crois que la démocratie doit se réjouir. C'est la clarification. D'accord.
Merci à tous. C'est la fin de ce 18h. Tout de suite, l'Europe des idées qui nous emmène à la découverte de Fribourg. Et puis à 18h45, Parole du Monde avec entre autres un entretien avec le réalisateur algérien Malek Ben Smaïl. Très bonne soirée sur Public Sénat. Voilà.